Il était une fois une terre. Il était une fois un ciel. Il était une fois des étoiles. Il était une fois une étoile. Il était une fois aussi une crèche. Et il était aussi de nombreuses fois, tous les ans, des crèches. Des crèches, petites ou grandes, rustiques ou moins, mais des crèches toujours avec un enfant Jésus. C'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir, les crèches que l'on peut trouver en Bourgogne-Franche-Comté. Nous vous invitons maintenant à un voyage, tout d'abord à Cologne, puis au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Nous ferons un petit tour à Flavigny, puis à Melay pour admirer les crèches proposées par ces villages, et nous terminerons par une extraordinaire œuvre à Paray-le-Monial. Alors, vous nous suivez ? En route. Tout d'abord, pourquoi Cologne ? À Cologne, dans la cathédrale, nous découvrons la chasse des rois mages. Notons que si Cologne n'est pas la Bourgogne, elle n'en est pas très éloignée, du moins du temps des ducs de Bourgogne. Profitons de notre détour par Cologne pour voir le tableau de Gerrit van Honthorst, La Nativité, ce peintre étant un fameux peintre d'histoire de tendance caravagesque. Après ce détour à Cologne, revenons en Bourgogne où nous allons découvrir un tableau exceptionnel, celui de la Nativité, peint par le maître de Flémal et qui se situe au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Le maître de Flémal s'appelle en réalité Robert Campin. Il est né à Valenciennes vers 1378 et mort à Tournai en 1444. C'est un peintre qui fait partie des primitifs flamands. Il faut cependant savoir que si l'appartenance du tableau à l'école flamande est reconnue, l'identité de l'auteur a été l'objet de multiples hésitations. Représentant la naissance de Jésus, ce tableau est également un des premiers à intégrer des paysages dans l'histoire de l'art. La Nativité est une œuvre de transition entre les codes de représentation du Moyen-Âge et ceux de la Renaissance. Sous un édifice de bois en ruine, on aperçoit l'âne et le bœuf. La Vierge adore l'enfant, nu, posé à même la terre battue, devant Saint Joseph. Ce dernier porte un cierge, indiquant que la lumière, celle du prologue de Saint Jean, est devant nous dans ce tableau. Saint Joseph porte la main droite sur son cœur et son regard est celui d'un homme âgé, qui pense probablement à l'annonce de l'ange, vu en songe, et pressent ce que sera la vie de ce petit enfant. La position du nouveau-né n'est pas courante. Il semble vouloir se lever pour entrer déjà dans la vie qui l'attend. Surplombant l'étable, 3 anges chantent le Gloria, dont les paroles sont écrites sur leurs phylactères. Le maître de Flémal a transposé ici des épisodes religieux à l'époque où il vit. À droite, on voit 2 femmes qui ne sont pas indiquées dans les évangiles. Qui sont-elles ? Grâce à leurs phylactères, elles sont identifiées. Ce sont des sages-femmes. La première, Hazel, reconnaît que la naissance de Jésus n'a pas altéré la virginité de Marie. Alors que la seconde, Salomé, refuse de le croire. Cette dernière est punie, sa main se dessèche. Saisie d'une grande frayeur, elle prie Dieu de lui pardonner.
C'est alors qu'un ange apparaît et invite Salomé à toucher l'enfant pour être guéri. En arrière-plan se trouvent les bergers, 3 bergers, les 3 âges de la vie. Le plus ancien se découvre devant l'enfant Dieu. Tous 3 ont un regard de tendresse, d'humilité déférente et recueillie, de paix et d'espoir en celui que l'ange leur a annoncé au sein même de leur pâturage. Ce tableau est à la charnière de 2 styles de peinture. Parmi les archaïsmes conservés par le maître de Flémal, on peut noter l'utilisation des phylactères. De même, la représentation des rochers est archaïque. Le modernisme, lui, s'exprime à travers les glacis à l'huile, technique relativement nouvelle. Vous trouverez ici quelques gros plans qui en rendent compte. Si cette technique est bien évidemment due au peintre en tant que tel, elle est aussi consécutive à des éléments extérieurs historiques. En effet, après le désastre d'Azincourt en 1415, la mort du duc de Berry en 1416 et le transfert de la cour de Philippe le Bon de Bourgogne en Flandre, les circonstances favorisaient le développement indépendant de la peinture primitive flamande. Au lieu de chercher à travailler à l'étranger, les hommes de génie ont d'excellentes raisons de demeurer dans leur patrie et de s'établir dans un des grands centres flamands où ils peuvent bénéficier à la fois des faveurs de la cour bourguignonne et du mécénat d'une société qui est l'une des plus opulentes et les plus cosmopolites d'Europe. Jean Van Eyck et Roger van der Weyden travaillent pour des banquiers, des marchands, des hommes d'église, de riches artisans, aussi bien que pour le duc de Bourgogne et les seigneurs de sa cour. Ce déplacement de l'activité artistique des cités féodales de Bourges et de Dijon vers les centres bourgeois des anciens Pays-Bas va favoriser, d'une part, la diversification locale et d'autre part la consolidation nationale. Ainsi parlons-nous des écoles de Tournai, de Bruges, de Gand, de Bruxelles, d'Anvers, de Haarlem, et grâce à ce que l'on peut appeler le rapatriement du génie flamand, nous allons assister à un art nouveau, qu'on appellera plus tard l'Ars Nova, nouvelle pratique de la peinture primitive flamande. Ces artistes augmentent l'étendue de leur palette, depuis les bleus et les rouges plus profonds jusqu'au jaune éclatant, pour remplacer l'or véritable. Et ils commencent à accorder aux valeurs de coloris et de lumière une importance de premier rang dans la composition picturale. Ces orientations nouvelles sont soutenues par ce qu'on appelle communément la nouvelle technique à l'huile. Et c'est ce qui confère alors aux tableaux des maîtres anciens leur profondeur particulière. Nous pouvons ici le constater sur le manteau de la Vierge, ainsi que sur les ornements de Salomé. Autre point important de ce tableau, les arrière-plans sont traités avec autant de minutie que les premiers plans. Certains détails ont sûrement été réalisés à la loupe. Une femme marchant dans les prés clôturés porte un panier, à l'intérieur duquel sont représentés de minuscules œufs. Réalisés à l'aide d'un pinceau à un seul poil ou avec une fine plume de bécasse, la préférée des peintres, ils sont à peine visibles. Cette minutie est caractéristique du travail des primitifs flamands. Plus tard, les peintres produisent des tableaux moins minutieux, privilégiant le rendu global. Mais ça, c'est une autre histoire. Après le maître de Flémal, je vous propose maintenant d'aller découvrir les crèches à Flavigny-sur-Ozerain. Une précision s'impose. Il n'y a pas de lieu d'exposition particulier. Toutes ces crèches sont chez des habitants, à l'intérieur des maisons, contre une fenêtre, de façon à les montrer à tous les visiteurs. Donc, à la fois, c'est une découverte des réalisations qui sont mises en valeur de cette façon, mais également du village qui a été primé comme plus beau village de France.
Il n'est pas besoin de commentaires particuliers pour comprendre tout l'intérêt d'une visite à Flavigny-sur-Ozerain. Petite ou grande, en papier, en bois, en céramique, très élaborée ou plus modeste, par les personnages représentés, toutes ont leur charme. Toutes sont d'un charme unique. De loin ou plus près, on aperçoit peu à peu une lueur, blanche, bleue, verte, une cabane, des boules dans lesquelles sont insérés des personnages de la crèche, des crèches à 2 niveaux, voire à 3. Il y en a à droite, dans la rue principale, à côté de l'église, en face, au tournant d'une rue. C'est tout le charme de cette visite qui nous est proposée à la fois par les habitants du village et par les exposants, concepteurs le plus souvent de ces crèches véritablement superbes. Ici, nous voyons une crèche dans un arbre. En fait, c'est une chouette dans l'arbre. Et là, à l'intérieur d'un tronc, tiens donc, une autre crèche. Fallait-il y penser? Nous pouvons également remarquer cette crèche. Ah, c'est trop tard. Une autre qui est sur un mur. Et celle-ci, avec des bouteilles, les rois mages, le petit Jésus, 3 agneaux. Voici la crèche de la fabrique des Annies de Flavigny. Tout en Annie. Ah non. Alors, en pain d'épices, bien évidemment. Qui ne croquerait pas l'âne et le bœuf? Une autre crèche, celle-ci très peuplée et très intéressante. Ne serait-ce pas la Sainte Vierge, enceinte? C'est relativement rare de voir une telle représentation. Une crèche ici beaucoup plus grecque ou romaine, alors que celle-là est inspirée d'Afrique, sans aucun doute. Enfin, une crèche plus classique, plus douce, la crèche de notre enfance. Une autre se présente à nos yeux. Cette fois-ci, ne serait-ce pas un motard? Et celle-là, à l'intérieur du flacon? Fallait-il le faire? Quelle dextérité! Et quelle idée! Voilà, toutes ces crèches sont plus belles et plus intéressantes les unes que les autres. Et celle-ci, pour la voir, je vous suggère de vous munir de jumelles, ou alors d'un zoom si vous êtes photographe. Notre promenade nous ramène vers l'église. Profitons-en pour voir sa crèche. Aucune n'est à oublier ou à délaisser. Alors, venez et voyez. Quittant Flavigny, nous arrivons maintenant à Melay, où nous sommes reçus par Jean-Claude Ducard, le maire de la commune. Le point d'origine de notre manifestation, c'est l'abbé Duclos. L'abbé Duclos qui est arrivé dans le village de Melay donc, en 1953 et qui va y rester donc, jusqu'en 1985. C'était un vieux curé en soutane avec sa cape, son béret, ses galoches et qui était particulièrement investi dans la vie du village. Et il avait des talents d'artiste, de peintre en particulier. Il a peint de nombreux tableaux qui étaient des tableaux très colorés qu'il peignait en s'inspirant de cartes postales ou des voyages qu'il réalisait, quelquefois avec des groupes de jeunes ou avec des paroissiens. Et donc
il a eu l'idée d'animer sa crèche parce qu'il faisait une petite crèche traditionnelle qui attirait peu de monde. Il se désespérait de voir qu'elle n'intéressait pas beaucoup de monde. Et il a eu donc l'idée de génie à un moment donné, eh bien, de donner le mouvement à ces scènes. Alors c'était un curé recycleur avant l'heure, donc il a récupéré dans un premier temps des cartons d'emballage de frigo, de machines à laver, sur lesquels donc il peignait ces scènes de nativité, ces scènes liées à la crèche. Et puis progressivement, donc il a reconstitué tous les lieux saints de la planète, donc Rome, Fatima, Lourdes, Jérusalem, et puis donc il donnait le mouvement avec des processions, avec les roues des anges qui montaient vers le ciel, avec les rois mages qui se projetaient. Et donc ces scènes étaient animées par des petits moteurs électriques de tourne-broche, d'électroménager. Également, donc, le déclenchement se faisait par des petits monnayeurs, donc, où on mettait un franc et puis ça mettait en route eh bien, les animations qui donc, se déroulaient, les processions qui avançaient. Donc il a fait cette fabuleuse crèche qui a pris beaucoup d'importance puisque d'année en année, elle a progressivement investi l'ensemble du pourtour de l'église. Donc il y avait des scènes qui étaient montées dans toutes les nefs latérales, dans les absides, à l'entrée, un petit peu partout. Donc c'est une très grande crèche qui attirait énormément de monde puisqu'elle avait une grande notoriété. À 100 km à la ronde, donc, on connaissait le curé de la crèche et la crèche de l'abbé Duclos. Il y avait des groupes, des bus qui venaient, une foule qui se pressait chaque week-end pour venir admirer les créations de l'abbé Duclos et il faisait la visite. Il était passionné par cette présentation de son œuvre, de sa crèche. En 85, il est parti. Alors progressivement, nous avons noué des partenariats avec différents passionnés de l'art populaire de la crèche en France et dans le monde. Nous avons notamment un partenariat très ancien depuis plus d'une quinzaine d'années avec les Amis du Salon international des Centeniers d'Arles. Nous avons travaillé également avec un petit musée de Muzeray, près de Verdun, dans le nord de la France, avec une association à Nice, avec une association parisienne, Domaine inconnu de l'art brut, avec un petit musée donc, en Catalogne, donc avec beaucoup de passionnés. Et puis nous avons aussi beaucoup de gens qui entendent parler du village des crèches de Melay maintenant, et en particulier des personnes âgées qui sont attachées à leur crèche ancienne ou à leur collection de crèches, et qui nous font des dons. Donc on a plusieurs belles histoires autour justement de personnes qui nous ont apporté des crèches et qui nous ont fait des dons ces dernières années. Voilà. Et puis on étoffe nos collections progressivement et chaque année nous renouvelons notre exposition avec des nouveautés, avec des créations nouvelles. Voici l'une des premières crèches réalisées par l'abbé Duclos. Elle est peinte sur carton ondulé. Agréable mais relativement classique, elle attirait peu, ce qui a conduit l'abbé à changer de mode de réalisation. Si l'abbé Duclos a mis en valeur la crèche animée de Melay, il a aussi lancé une dynamique qui va maintenant bien au-delà de l'idée d'origine. Grâce à son initiative, la commune a noué, comme l'a dit monsieur le maire, des liens nationaux et internationaux qui font venir des crèches de nombreux pays du monde. La présentation qui en est faite ici est des plus partielles. Seule une visite sur place permet une véritable perception dans les provenances, les styles, les dimensions, les interprétations, les dispositions sont variées et toutes sont de nature à nous surprendre et à nous émerveiller. Aussi, on ne peut pas dire qu'il y a de belles crèches et d'autres moins belles. Toutes sont différentes et pourraient être récompensées au titre des crèches remarquables. Dans un autre lieu d'exposition, nous retrouvons l'idée de l'abbé Duclos avec ses crèches animées. Là, il s'agit d'un habitant local qui a décidé de suivre les traces du curé de Melay.
De Melay, nous arrivons à Paray-le-Monial, au musée du Hieron, où nous attend une crèche particulière, toute particulière. En 2005, au moment de la rénovation du Hieron, la ville de Paray-le-Monial s'est enrichie de l'œuvre monumentale et précieuse de l'orfèvre joaillier parisien Joseph Chaumet, la Via Vitae, le chemin de vie, réalisé en 1904, est devenue la pièce maîtresse du musée, son trésor. C'est ce que nous allons voir maintenant. Nous sommes reçus par Dominique d'Andrael, conservatrice de ce musée. Daniel Alcouf, qui est quand même pas n'importe quelle personnalité, disait que c'était l'œuvre la plus importante en orfèvrerie du XXe siècle. Bon, après, on peut toujours tout dire, mais c'est une œuvre importante. Ce livre feuilleté par Dominique d'Andrael est tout à fait remarquable. Je vous invite véritablement à l'acquérir. Il s'intitule « Divine joaillerie, l'art de Joseph Chaumet, 1852-1928 ». Faisons maintenant connaissance avec la crèche que nous recherchons, tout du moins dans un premier temps, avec sa photographie, en attendant de découvrir l'original. Nous sommes devant un ouvrage de sculpture particulièrement ambitieux. Conçu comme une synthèse de la foi chrétienne de son auteur, il mêle un grand nombre de matériaux. Marbre de diverses couleurs, albâtre, onyx, grenat, rubis, diamant, cristal de roche, argent doré, or et ivoire. La forme du monument dessine une haute montagne rocheuse en référence au verset du Deutéronome. Il est le rocher, ses œuvres sont parfaites. L'ensemble débute avec l'adoration des bergers, suivi de la figure de Saint Jean-Baptiste qui sert d'introduction à 2 épisodes par lesquels le Christ délivra son message. D'abord comme enfant dans le temple, puis adulte, prêchant les béatitudes. Viennent ensuite 2 miracles, la transformation de l'eau en vin lors des noces de Cana et la résurrection de Lazare, plongé encore dans l'obscurité de son tombeau, mais rejetant son linceul à la stupeur de sa famille et de ses amis. La scène est dépeinte sous la forme d'un banquet romain, à l'instant où le Christ annonce la prochaine trahison de Judas, ce qui conduit à la nuit de prière au jardin des Oliviers, la flagellation et la crucifixion sur le Golgotha. Plus haut sur la montagne, 3 soldats regardent avec terreur un ange qui ouvre le tombeau d'où s'élève la figure de marbre du Christ ressuscité. Au-dessus du Christ ressuscité se dressent 2 hautes figures de femmes. Ensemble, elles brandissent une hostie sur laquelle le monogramme IHS s'inscrit en rubis sur un pavage de diamants. De l'hostie tombent des gouttes de sang et d'eau. La gloire qui surmonte l'hostie irradie une lumière d'or. Taillé dans le cristal de roche, le symbole de la Trinité, qui en forme le centre, est entouré d'une couronne de nuages parsemés de têtes d'anges célestes. Si la conception intellectuelle de cette grande œuvre revient à Joseph Chaumet, sa traduction matérielle en un monument artistique, qu'il mena à bien avec son équipe, a dû s'enrichir d'emprunts aux travaux des artistes contemporains et aux courants classiques et baroques du passé. Certaines scènes comme la Nativité, la Scène et le Christ au Jardin des Oliviers restent fidèles à l'iconographie chrétienne traditionnelle. La sculpture baroque romaine a inspiré le groupe de la flagellation qui répète la composition qu'en donna Alessandro Algardi, et le motif de la gloire animée d'anges dérive du modèle créé par le Bernin pour la basilique Saint-Pierre de Rome.
La veine orientaliste du peintre Jean-Léon Gérôme semble avoir constitué la source qui permit à Chaumet de rendre l'atmosphère de la Terre Sainte. Mais ici, tout n'a pas été dit, rien ne peut remplacer une visite sur place. Nous vous invitons à découvrir en vraie grandeur cette merveille mondialement reconnue. Ceci termine ce que nous souhaitions vous montrer sur ces quelques crèches remarquables. Bien d'autres existent, à vous de les découvrir en Bourgogne-Franche-Comté. Bonne découverte et à bientôt!